Bonsoir, on s'excuse de ce léger retard indépendant de notre volonté. Vous êtes les bienvenus dans ce journal exceptionnel que vous propose la RTG. En pleine séance de travail au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, la mission des forces armées royales marocaines a ce jeudi reçu la visite du chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Il était accompagné du ministre délégué à la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et de plusieurs autres cadres militaires. Nous vous proposons ce compte-rendu de l'adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis des décennies, la République de Guinée et le Royaume du Maroc entretiennent d'excellentes relations de coopération militaire. C'est ainsi que, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes et de leur montée en puissance, le Royaume chérifien contribue à la formation et à la qualification du personnel militaire guinéen sur le sol marocain, mais aussi en Guinée. Présente sur le sol guinéen pour la 4e édition de la campagne des sauts parachutistes, la mission marocaine a reçu ce jeudi la visite du chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, un acte d'hospitalité légendaire dont se réjouissent le chef de mission des forces armées royales marocaines et le commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Je remercie nos autorités à tous les niveaux qui ont rendu possible cette campagne de saut que nous attendons avec beaucoup de courage et de discipline. Quant aux frères marocains, nous les accueillons à bras ouverts et nous leur souhaitons la bienvenue dans notre unité Bata. Nous sommes très honorés par la visite de Monsieur le Président de la transition ici au camp de Bata. C'est une assurance pour nous. Et si nous sommes ici, c'est sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu le glorifie, que les forces armées royales, ils sont très honorés d'assurer une formation spécialisée au profit d'unités parachutistes de l'armée guinéenne. Nous sommes déployés par des moyens très importants d'instruction et le matériel opérationnel pour réussir cette formation 4e de son genre. Venu souhaiter la bienvenue au pool de formateurs parachutistes marocains, le président de la transition avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Sadiba Koulibaly et autres cadres militaires. Une occasion mise à profit par la haute hiérarchie militaire pour saluer les efforts inlassables du président colonel Mamadi Doumbouya dans l'équipement, la formation et la qualification de notre armée, ainsi que la redynamisation des relations de coopération militaire guinéo-marocaine. Les impressions sont naturellement bonnes, que malgré son calendrier chargé, le président de la transition, chef suprême des armées, accompagné du ministre de la Défense nationale, que les deux se présentent ici pour voir ce qui se passe. Je crois que ça signifie plein de choses pour nous, ça motive la troupe. Et ça veut dire que nous devons accorder de l'importance à ce qui se fait ici. Et ça nous honore aussi vis-à-vis de la haute délégation marocaine qui est venue avec des moyens adéquats pour nous aider à accroître notre capacité opérationnelle. Une armée, c'est l'entraînement. Quand on ne s'entraîne pas, on n'a pas de capacité opérationnelle. Et nous allons profiter maintenant, élargir cette coopération pour que nous puissions avoir notre centre d'instruction des troupes aéroportées. C'est déjà le début des activités opérationnelles sous l'égide du chef d'état-major général des armées. Le président de la transition, en tant que chef suprême des armées, est venu d'abord pour souhaiter la bienvenue à nos frères d'armes marocains, leur exprimer sa joie de voir continuer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée en général et entre les forces armées royales et les forces armées guinéennes en particulier. Cette campagne de saut qui est la 4e en son genre est une continuité de la volonté politique entre les deux chefs d'État
de raffermir les rapports de coopération, de collaboration dans le cadre de la montée en puissance des forces armées guinéennes, notamment dans sa capacité opérationnelle. Voilà pourquoi le chef de l'État, il ne peut pas rester indifférent face à la délégation de son frère, le roi Mohamed VI, qui a envoyé une délégation de telle qualité en Guinée pour assurer la formation avec les équipements, avec les avions. C'est vraiment une joie que le président vient confirmer et exprimer tout son soutien au ministre de la Défense, au chef d'état-major général des forces armées guinéennes, mais aussi à la troupe ici présente pour dire que la formation est son premier souci. Cette 4e édition de la campagne de saut parachutiste guinéen regroupe des militaires de différentes unités de la capitale. La formation est assurée par des commandos parachutistes marocains et des moniteurs guinéens issus des précédentes promotions. En prélude donc à la campagne de saut parachutiste, une délégation des forces armées royales du Maroc séjourne en Guinée pour le lancement de la 4e édition de cet événement. La délégation a été réceptionnée à la base militaire avec un important lot de matériel de formation. Cette invitation est aussi un moyen de renforcer la coopération militaire entre nos deux pays. Adjudant Oumar Kamara de la presse militaire. Hercule C-130, c'est le nom de cet appareil parachutiste des forces armées royales du Maroc. Il vient d'atterrir sur le tarmac de la base aérienne principale de Conakry pour la 4e campagne de saut para. À son bord, 11 équipages, 28 moniteurs et du matériel parachutiste. L'opération s'inscrit dans le renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et le Maroc. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, et dans le prolongement des échanges de coopération maroco-guinéens, notamment dans le domaine militaire, les forces armées royales ils sont honorés d'effectuer une mission de formation parachutiste en République de Guinée au profit de militaires des unités spéciales et d'intervention de l'armée guinéenne. Des moyens très importants y sont déployés, notamment un détachement de soutien technique du centre d'instruction des troupes aéroportées de la 1e brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales et un équipage d'avions C-130 doté de leurs moyens opérationnels et d'instruction nécessaires pour le déroulement de cette campagne de saut. Pour cette campagne 2023, ils seront plusieurs candidats issus des unités spécialisées de l'armée guinéenne à participer au saut para, un processus qui va se dérouler en 3 phases. Comme les précédentes campagnes, celle-ci elle va se dérouler suivant 3 phases. Donc la première phase, donc tous les candidats ils vont subir un test, une visite médicale d'abord d'aptitude TAP. Ceux qui sont aptes, ils vont passer les épreuves physiques. Les candidats retenus, ils vont donc passer pour s'entraîner pendant la 2e phase pour subir de l'instruction et les entraînements adaptés. Pour finir par la suite par les sauts qui vont se dérouler durant la semaine dernière du mois de mai 2023. Nous sommes là pour assister, pour échanger notre expertise et notre savoir-faire dans le domaine des troupes aéroportées avec nos frères et amis guinéens. Ces matériels destinés à la formation et à l'entraînement de futurs parachutistes traduit la volonté des autorités de la transition à améliorer les capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. Si la République chère du Maroc vient ici pour nous donner des coups de main à travers notre bataillon de troupes aéroportées, je ne peux exprimer qu'un sentiment de joie. Je remercie toute l'autorité de la Guinée, à travers le premier responsable et le chef d'état-major général des armées, qui n'a ménagé aucun effort quant à la réussite de ces campagnes. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette campagne de saut 2023 puisse avoir lieu. Et mes remerciements vont à l'encontre des forces armées royales
qui ont dépêché et du matériel et des hommes capables à même de mener à bien cette campagne d'assaut. Nous sommes au début, nous avons tout un mois devant nous et nous aurons l'occasion de travailler ensemble sur tous les détails liés à cette campagne. Depuis son lancement en 2018, la campagne de Sopara a permis la formation de plus de 1000 parachuttistes guinéens par les forces armées royales marocaines. De ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons le chef d'état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc, on apprend en fait la présence des forces étrangères dans notre pays depuis des jours. Qu'est-ce qui expliquerait cela? En fait, c'est beaucoup plus des rumeurs qui sont distillées à dessein, juste pour intoxiquer l'opinion. La réalité, c'est quoi? Nous avons une coopération légendaire avec le Royaume du Maroc depuis des lustres et avec d'autres pays. Pour ce qui est de l'actualité prégnante, vous savez que la campagne de Sceaux a commencé. Cette campagne de Sceaux ne résulte pas de maintenant. Ce n'est pas le CNRD qui a initié ça. Vous vous souviendrez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectué une visite historique en Guinée en 2014. Au cours de cette visite, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République de l'époque, le professeur Alpha Condé, ont signé beaucoup d'accords, y compris la campagne de Sceaux que nous sommes en train de faire maintenant. Donc c'est dans le cadre d'une continuité. Au-delà de ça, l'armée guinéenne ne peut pas évoluer en base clos. Tout ce qui est entraînement, tout ce qui est exercice, nous participons à beaucoup d'exercices à l'étranger. Comme si nous avons l'opportunité aussi de faire des exercices ici avec nos partenaires, on le fait. Mais qu'à date, que tout le monde soit rassuré, il n'y a aucune force étrangère en Guinée. La vision du président, il a toujours dit, ce sont les Guinéens qui doivent défendre la Guinée. Il appartient aux Guinéens de tout bord de défendre les 246 000 km² de la Guinée. Donc, et cela ne changera jamais. Il ne sera jamais question de nous associer avec une quelconque force étrangère pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Mais cela étant, nous ne sommes pas enfermés parce que pour combattre le terrorisme, nous avons besoin de coopérer avec tout le monde. Même les plus fortes, les plus puissantes armées du monde de nos jours opèrent avec les petits États, avec les petites armées. Donc c'est ça. Je voudrais que l'opinion nationale se rassure une bonne fois pour toutes que ça ne sera jamais le cas. Ce n'est pas la vision du président. Il a dit à plusieurs reprises. Alors l'autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que beaucoup de rumeurs récemment ont circulé par rapport à votre déménagement et surtout par rapport à votre relation avec le ministre de la Défense nationale et même avec le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Qu'avez-vous à répondre? Merci madame. Ça me fait vraiment rire. Ça se voit? Oui. Quand on parle de déménagement, je n'ai jamais déménagé. Okay. C'est totalement encore des rumeurs qui sont distillées, bien sûr. Certaines personnes à des dessins sont faciles à comprendre. Et je voudrais dire, rassurer tout le monde, mes relations avec le ministre de la Défense, mes relations avec le chef suprême des armées, nous sommes avant tout des frères. Au-delà de ça, malgré les différences d'âge, nous sommes des amis. Les relations là sont antérieures au 5 septembre. C'est important de le comprendre. Mieux, la complexité des enjeux du moment ne peut pas nous permettre à ce qu'on se prête à ce luxe inutile. Il y a tellement de choses à faire pour cette armée qui a beaucoup perdu en capacité opérationnelle qu'on ne saurait se permettre de se distraire par autre chose. Le président, malgré son calendrier chargé, tous les jours, il ne fait que donner des directives qui se voient aujourd'hui. Quand vous regardez les PA qui sont en train d'être construits, parce qu'il faut le dire, l'État guinéen est quasiment existant le long de nos frontières. Et quand vous regardez, par exemple, juste à titre d'illustration, quand vous partez en Mundila, vous regardez au-delà de la borne, quand vous voyez l'impressionnante infrastructure qui a été bâtie par la Côte d'Ivoire pour ces hommes, et côté guinéen, il n'y a rien. C'est le géant en face du néant. La même chose est visible sur toutes les frontières. C'est pourquoi le président m'a instruit avec le ministre de la Défense nationale d'aller voir les réalités. Et ces travaux ont été lancés, y compris à Yenga, qui avait fait l'objet de beaucoup de pourparlers entre la Guinée et la Sierra Leone. Mais les vraies causes, c'est l'inexistence de l'État. Donc face à des défis colossaux en termes d'infrastructure,
en termes de repositionnement du pays, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'ego pour que les gens se rassurent. Bien sûr, ceux qui ont caressé cet espoir, ils continuent toujours à intoxiquer, mais que le peuple se rassure qu'il n'y a pas de problème entre moi et que et tout le se passe ministre de bien. la Défense nationale. Il n'y a pas de problème entre moi et le président de la transition. Et le président de la transition qui nous a mis à ses postes par confiance. Le jour qu'il trouvera d'autres personnes à même de conduire ces postes, il va dire, on ne sommes pas les seuls Guinéens, nous sommes là pour un temps, le temps que nous mériterons sa confiance. C'est ça. Mais nous n'allons pas compromettre les intérêts vitaux de la Guinée pour des batailles d'ego inutiles. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais déménagé. J'ai toujours, malgré tout ce qui se dit, je ne vais pas vous le répondre, mais pour soulager la population, il est important qu'on éclaircisse ça une bonne fois pour toutes. Je n'ai jamais déménagé. Il n'y a jamais eu la moindre altercation, ni entre moi et le ministre de la Défense, ni entre moi et le haut commandant de la gendarmerie nationale, pour que motif que ce soit. Il faut que les gens se rassurent. D'accord, je pense que vous avez été assez clair par rapport à cette question et je pense que l'opinion également est située, mais accepter de répondre à ces choses. En fait, il y a quelques jours, le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix de Samoréa, aussi le directeur de renseignement militaire de l'état-major général des armées ont été limogés. Quelles sont les raisons? Oui, tout à fait. Vous savez bien que nous sommes dans une logique. Dès le 5 septembre, le président de la transition a été clair que la boussole sera la justice sera la boussole de la transition. On ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'abri. Vous me permettrez de ne pas trop m'étendre sur ces sujets du fait que c'est des questions encore qui sont pendantes devant la justice. Car cela ne tienne. Pour le cas du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, comme vous l'avez tous appris, il y a eu vol d'armes, il y a eu disparition d'une quantité d'armes dans le magasin d'armement du CMP. Quand une telle chose arrive partout au monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays africains, dès qu'il y a ça, le premier responsable, c'est le commandant de l'unité. On ne blague pas avec les questions d'armes. Donc c'est pourquoi, bien que l'enquête est en cours, il n'a pas été puni parce qu'il est le fautif, il a été puni tout simplement parce qu'il est responsable et qu'il a manqué à ses responsabilités. Pour ce qui concerne le directeur de renseignement militaire, vous savez tous que la campagne, la lutte contre les produits toxiques a été initiée sous l'égide du président de la transition et avec le CNRD, lequel CNRD englobe toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est dans cette foulée qu'il y a eu certaines saisies de médicaments par la douane et par d'autres services compétents, même le long de certaines frontières. Quand ces médicaments sont confiés à un responsable quelque part et que ces médicaments disparaissent, la moindre des choses, c'est de prendre des mesures administratives contre l'intéressé et de le mettre à la justice. C'est ce qui s'est passé. Aussi simple que cela. D'accord. Alors récemment, mon général, un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dissous donc le bataillon de la sécurité présidentielle. Cela a suscité beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et retenir à ce niveau? Oui. Là encore, il s'agissait simplement d'une formalité administrative. Vous me permettrez, malgré le temps limité, de faire un peu l'historique de cette situation. Allez-y. Vous savez, au temps du feu président, le général Lansana Conté, l'unité qui assurait sa sécurité, sa protection, s'appelait le bataillon autonome de la sécurité présidentielle. À sa mort en 2008, les nouvelles autorités du pays, à leur tête, le capitaine Moussa Dadiska, ils ont créé ce qu'on a appelé le régiment commando, qui a remplacé cette unité, le bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Quand le général Sekouba aussi a pris les rênes du pays, il a redéployé ce régiment commando à Samoréa pour constituer ce qu'on a appelé le bataillon spécial des commandos en attente dans le cadre de la force africaine en attente. Et après l'investiture du président, le professeur Alpha Condé en 2011, le bataillon de la sécurité présidentielle a été créé. Donc, c'est ce bataillon qui a assuré sa sécurité jusqu'au 5 septembre 2021. À partir du 5 septembre 2021, les missions de protection du président sont révolues au groupement des forces spéciales. Donc le bataillon de la sécurité présidentielle, qui n'avait plus de mission officielle, a été cantonné au kilomètre 36. Vous vous souviendrez que pour l'ouverture des frontières avec les pays voisins,
il y a eu une évaluation au cas par cas des risques que nous encourions en ouvrant les frontières. À l'issue de ça, l'une des recommandations phares a été le fait qu'il faut renforcer le volume de force. C'est pendant ce temps que les éléments qui constituaient le BSP ont été déployés le long des frontières et dans certaines unités. Donc, quasiment depuis cette date, c'est une unité qui n'existait plus dans le fait. Mais administrativement, vous savez tous, en vertu du parallélisme des formes, seul un décret peut abroger un décret. Oui. Le décret qui a mis le BSP en place n'était pas du tout rapporté jusqu'à date. Et les unités qui se trouvent dans d'autres unités continuent toujours à être administrativement listées, labellées sous le titre de BSP. Donc il était temps de mettre fin à cette situation. C'est pourquoi ce décret a été pris. C'est tout simplement dans le cadre d'une régularisation administrative. Ce n'est ni plus ni moins. Aucune raison derrière. D'accord. Et peut-être, enfin, depuis l'avènement en fait du CNRD au pouvoir le 5 septembre, plusieurs chantiers justement sont ouverts dans les garnisons militaires. Quel est l'état en fait des lieux aujourd'hui? Oui, beaucoup de chantiers ont été ouverts, d'autres le seront encore, et on est heureux de constater que ces chantiers évoluent vraiment grâce à l'implication personnelle du chef de l'État et grâce au suivi méticuleux du ministre de la Défense nationale qui ne ménage aucun effort pour mettre les moyens à temps. Il y a beaucoup de compagnies d'infanterie qui n'étaient pas construites. Les constructions ont commencé, les travaux sont même très très avancés. Je vous ai parlé tout de suite de la problématique de la sécurisation de nos frontières. Je vous donne un exemple, madame. En Zor, dans l'Ola, quand une délégation guinéenne se rendait là-bas en visite, elle était obligée de traverser la frontière pour aller être reçue du côté des Ivoiriens. Quand il pleuvait, nos hommes étaient obligés de quitter les positions là pour aller s'abriter chez les autres. Dans ces conditions, comment nous pouvons défendre notre pays? Lors de ma tournée, partout où je suis passé, même à Bundulengi, dans tous les villages, la seule requête que les gens demandaient, s'il vous plaît, faites un effort pour vos hommes qui sont là. C'était l'interpellation vraiment poignante et c'est pourquoi des efforts colossaux ont été consentis. Le président de la transition a prélevé même sur son budget de souveraineté pour que ces positions-là soient réhabilitées, soient construites le plus rapidement que possible. Parce que n'oublions pas que la question des frontières fait partie des enjeux futurs. Aujourd'hui, bien sûr, la plupart des États sont absorbés par les questions de politique interne, mais tôt ou tard, ces questions de frontières vont se poser. Et en ce moment, si on ne dispose de rien sur place qui nous permet quand même de défendre, de sécuriser nos 246 000 km², ça sera vraiment des casse-têtes. Donc il faut anticiper sur ça en prenant les bonnes décisions aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de chantiers sont en œuvre dans ce sens, que ce soit au niveau de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale, beaucoup de choses, et c'est visible d'ailleurs. Donc ces chantiers, vraiment, nous en sommes vraiment satisfaits et nous prions Dieu, nous remercions le président pour cette attention et nous souhaitons que ces édifices soient vraiment au service de toute la nation. D'accord, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être une dernière question. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des différentes composantes de la nation? Mon premier message d'abord, c'est de remercier mes chefs hiérarchiques qui m'ont investi de leur confiance. Et ensuite, profiter pour dire à la population guinéenne que nous devons tout abandonner pour revenir nous recentrer sur l'essentiel. Quand on regarde aujourd'hui, juste un exemple, ce que la République démocratique du Congo vit avec ses voisins, et la Guinée a beaucoup de similitudes avec la République démocratique du Congo en termes de richesse du sol. Donc, si nous continuons à créer la zizanie autour des questions inutiles, un jour, il n'est pas exclu que nous soyons la proie de nos voisins. Que Dieu fasse que cela n'arrive jamais. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on recentre le débat sur l'essentiel, les questions existentielles. Aujourd'hui, le président de la transition a dit à tout le monde qui n'est pas candidat, aucun membre du CNRD ne sera candidat, aucun membre du gouvernement, aucun président d'une quelconque institution ne sera candidat. Il est important que les acteurs viennent ensemble pour vraiment mettre sur place les bases saines pour l'exercice démocratique apaisé dans notre pays, qui permettra au président élu de s'atteler uniquement au développement avec les bases solides qui vont constituer un tremplin pour lui dans l'exercice de sa mission. C'est ce message-là. Abandonnons nos égos, venons ensemble pour discuter de tout
Personne n'a le monopole de la vérité. Chacun détient une part de vérité. Mais il faut à un certain moment donné savoir être humble et venir écouter les autres, mettre la Guinée au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus de tout. C'est ce message que le président nous tient chaque fois. La Guinée est au-dessus de tout. Bien, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Nous poursuivons cette édition. Le secrétaire général aux affaires religieuses était ce mercredi devant les conseillers nationaux à l'occasion du traditionnel passage des membres du gouvernement. Le Hajj 2023 était le principal sujet de cet exercice démocratique. Plusieurs innovations sont annoncées cette année par le secrétaire général aux affaires religieuses et précise que le premier convoi quittera le 5 juin prochain. Abdoulaye Diallo. À quelques semaines du pèlerinage à la Mecque, le secrétaire général des affaires religieuses vient répondre aux préoccupations des conseillers nationaux et celles des Guinéens. Ce sont des questions qui se résument entre autres à la délivrance des documents administratifs, la gestion de la restauration d'hébergement et la prolifération des agences de voyage. Sur la question liée au prix du Hajj, El Hadj Karamo Diawara indique que le tarif imposé aux pèlerins guinéens est le moins coûteux dans la sous-région. Chaque année, c'est au progressif. Dès que tous les éléments de prix qui constituent le tarif du Hajj, le secrétariat n'a aucun élément dedans. Tout est exigé par les différents prestataires. Le prix de logement, le prix d'assurance en Arabie Saoudite, le prix des taxes, le prix des frais des États généraux, Mina, Arafat, Muzdalifa, le prix des transports, le prix des restaurations. Vous pouvez comparer la Guinée à plusieurs pays qui ont des frontières avec nous. La Guinée est moins chère. Certains sont 60 millions, certains sont 61 millions, certains sont 64 millions. Et permettez-moi de ne pas citer ces noms. Donc, vous pouvez faire votre propre recherche. Vous trouverez que ce qui est diminué, c'est grâce à l'effort du président en acceptant certaines subventions pour nos compatriotes pèlerins. Cela veut dire que les prix ne constituent que tous les frais, soit en Arabie Saoudite, y compris l'avionneur. Le secrétariat général des affaires religieuses n'impose aucun élément sur les prix et nous n'imposons aucun bénéfice. Cet exercice démocratique est défini dans l'article 60 du règlement intérieur du Conseil national de la transition et qui fixe les modalités de contrôle de l'action gouvernementale. En plus de la digitalisation et la sécurisation des opérations d'enregistrement des candidats au pèlerinage dans une base de données, plusieurs autres stratégies sont innovées pour corriger les imperfections constatées les années précédentes. Nous avons digitalisé cette année la digitalisation et nous avons aussi formé les guides et nous avons aussi constitué différentes commissions. Aujourd'hui, chaque 30 pèlerins est confié à un guide comme son propre fils. Ils vont se familiariser avec ces guides à partir de Conakry ici. Aujourd'hui, je n'attends que le programme de l'avion et l'obtention de visas. Lorsque tous les visas sont obtenus, nous allons afficher l'ensemble des convois et tous les pèlerins sauront son convoi avant son départ. Donc l'inquiétude là, c'est un manque d'informatisation du système de Hajj. Actuellement, vous êtes enregistré directement, vous connaîtrez ton guide, le numéro de ton guide, et ils vont commencer l'interaction jusqu'au départ. D'ici, vous allez voyager avec ces guides en Arabie Saoudite et vous reviendrez aussi avec le même guide. Un quota de 10 000 pèlerins est accordé à la Guinée lors de la conférence préparatoire du Hajj 2023 tenue en janvier en Arabie Saoudite. Le Conseil national de la transition, par la voix de son président, annonce la création d'une commission de suivi pour évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le secrétaire général des affaires religieuses. Mesdames et messieurs, ce soir, la RTG vous offre un service à minimum en raison d'un mouvement des travailleurs. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Et quant à moi, on se dit à très vite. Bonsoir.